de réduction des déficits budgétaires pour obliger les collectivités à réduire leurs dépenses. C'est une erreur historique et politique grave, comme j'ai pu le dire plusieurs fois ici. Les collectivités territoriales, et Paris en particulier, sont au moteur de la création des emplois et de la réduction des inégalités. Le président de la République le reconnaîtra-t-il ce soir? Je ne pense pas. Depuis l'adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi NOTRe, et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités françaises disposent de compétences clés pour participer de façon décisive à la lutte contre le changement climatique. Les plans climat-énergie territoriaux, dits PCAET, sont désormais obligatoires à l'échelle intercommunale et doivent décliner les objectifs cohérents avec les objectifs internationaux de la France en matière de climat. Aujourd'hui, toutes les intercommunalités françaises doivent avoir pour objectif de réduire de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Or, les nouvelles responsabilités ne s'accompagnent d'aucun financement spécifique. Au contraire, le gouvernement recule en ne mettant pas en œuvre la taxe carbone. Nous avons besoin de financements pérennes et non de chocs budgétaires répétés. Pour Paris, 1,2 milliard de ressources en moins, soit 14% des recettes de fonctionnement du budget de la ville en moins de 8 ans, qu'il a fallu compenser pour maintenir notre programme d'investissement de 10 milliards. La politique gouvernementale pousse donc Paris à s'autofinancer et donc soit à vendre des actifs stratégiques pour trouver de nouvelles recettes et ou soit réduire ses dépenses en coupant chaque année un peu plus dans le budget aux dépens du service public et donc de l'intérêt général. À ces contraintes fortes s'ajoute la manière avec laquelle la ville a signé la contractualisation avec l'État qui nous engage à ne pas augmenter de plus de 1,4% nos dépenses de fonctionnement. Ce contrat est fondé sur une idée purement idéologique qu'il faut à tout prix que les collectivités fassent baisser leurs dépenses de fonctionnement et ce quelles que soient les recettes qu'elles engendrent ou perçoivent. C'est absurde. Et on constate d'ailleurs à Paris et d'autres collectivités n'inscrivent pas certaines dépenses, pourtant entièrement compensées par le financement d'État ou d'autres institutions pour ne pas dépasser la norme de dépenses. Le sérieux budgétaire a ses limites. Paris n'a pas à jouer les bons élèves d'une politique qui asphyxie les capacités d'investir pour l'avenir et nous le payons aujourd'hui. C'est le sens d'un des vœux que nous avons déposés à ce budget. Cette contractualisation, outil purement idéologique, se fonde sur une lecture inopérante de l'endettement public des collectivités. Que l'on nous comprenne bien, il ne s'agit pas de dire que l'endettement est une fin en soi. La dette favorise des redistributions à l'envers des plus modestes vers ceux qui ont les moyens de prêter à l'État et à qui on ferait mieux de faire payer des impôts et notamment l'ISF. C'est ainsi car le capital est réparti dans les patrimoines privés de manière inégalitaire. Mais nous sommes aussi dans une période historique où nous devons massivement investir pour répondre aux défis du changement climatique et de la justice sociale. Mais notre dette pourrait être inférieure de 1,2 milliard d'euros si Paris n'avait pas subi un tel choc budgétaire. Si nous sommes d'accord avec ce budget qui respecte les engagements de 2014, nous ne sommes pas d'accord avec la stratégie employée par la ville de Paris. Et d'ailleurs, pour faire remarquer à Daniel Simonet, qui est parti, il faut faire une différence quand même entre le budget de l'État et le budget de la ville. Alors, au lieu de subir, Paris devrait s'allier avec toutes les collectivités territoriales franciliennes de droite ou de gauche. Je dis bien de droite parce que j'ai l'impression que dans cette Assemblée, les élus de droite oublient ceux de banlieue qui ont manifesté avec des élus de gauche contre la politique de contractualisation et contre la politique donc d'oppression sur les collectivités territoriales que mène ce gouvernement et qui refusent donc cette situation. Donc le sérieux budgétaire a ses limites. Nous ne pouvons pas simultanément répondre au choc budgétaire et maintenir notre investissement. La droite l'oublie d'ailleurs. Une partie de l'équation budgétaire reste impensée. Elle oublie le choc budgétaire pour ne se concentrer que sur la hausse de la dette. Et Julien Bargeton, qui est aussi absent, nous invente une fable de New Deal parisien sans analyser la responsabilité de ce gouvernement. À un moment, il faut se dire « cela suffit, sinon nos sociétés vont imploser ». Face à ces contraintes, le budget craque. Je vais l'illustrer par deux contradictions. Certes, le patrimoine de la ville a augmenté de 31 milliards, comme l'a rappelé Anne Hidalgo, mais pourquoi avoir vendu Morlan? Pourquoi ne pas avoir préféré de faire un bail emphytéotique si ce n'est pour trouver des recettes rapides? C'est bel et bien un choix de court terme, car en garder la propriété aurait été plus rentable sur le long terme. L'autre contradiction, plus flagrante encore, c'est d'avoir accepté l'argent de la Fondation Total pour financer la rénovation du théâtre du Châtelet. Alors qu'il y a un mouvement mondial de désinvestissement carbone, Paris fait le chemin inverse. Des universités, des villes et même des fonds de pension refusent l'argent des sociétés responsables du règlement climatique, mais Paris, elle, l'accepte. Une autre solution est possible. Nous refusons donc de vendre le foncier de la ville. C'est un choix que nous contestons vivement. Nous attendons beaucoup de l'Office foncier solidaire que nous allons créer à ce Conseil. Il doit être un outil budgétaire important pour la ville en dissociant le foncier du bâti. Nous avons déposé un amendement à ce sujet. Il peut être une source de recettes pour la ville en récupérant la rente foncière accaparée par les investisseurs privés.
Mais il peut aussi engendrer une baisse des dépenses en réduisant le coût des projets immobiliers, notamment pour la construction du logement social. Il est aussi notre solution que nous devons porter avec force. Aujourd'hui, compte tenu de l'urgence à agir, les rapports de force idéologiques et politiques ne permettent pas à la puissance publique, à quelque niveau que ce soit, de faire contribuer à leur juste part les principaux bénéficiaires de la mondialisation, qui sont souvent les plus pollueurs, ou les GAFA, qui s'expatrient fiscalement. D'ailleurs, nous avons un vœu aussi à ce propos. Ce sentiment d'impuissance, profondément ressenti par tous, nourrit en retour ce sentiment de perte de contrôle. Et pourtant, il faut reprendre les rênes des finances publiques. Les principaux bénéficiaires de la mondialisation, qui sont souvent les plus pollueurs et les plus richement dotés, doivent participer à l'effort national et local. C'est un impératif car il est un autre impératif, celui d'investir pour répondre aux défis du climat et à celui de la justice sociale. Et c'est d'ailleurs à cette aune que nous nous inquiétons du faible taux d'exécution des investissements du PIB de 2018 que nous portons depuis 2014. 61% donc en 2018, ce qui est vraiment pas beaucoup. Une étude récente du groupe bancaire BPCE vient d'ailleurs corroborer cette tendance qui n'est pas uniquement propre à Paris, en montrant que les collectivités ont baissé leurs investissements sur la période 2011-2017, sans pour autant parvenir à se désendetter. 61% à ce rythme, nous aurons investi à la fin du mandat 9 milliards sur les 10 milliards promis aux Parisiennes et Parisiens en 2014. Et la principale raison de cette baisse ne réside pas dans des prix plus avantageux dans le secteur du BTP, mais surtout dans ce cercle vicieux de la contractualisation, un acte 2 de la recentralisation pernicieux qui s'ajoute au choc budgétaire déjà subi. Et ça, pareil, Julien Bargeton l'oublie. C'est parce que nous contestons cette trajectoire en partie imposée par le gouvernement aux collectivités que nous portons des amendements pour pousser, défendre certaines actions qui portent notre majorité et que mes collègues présenteront au nom du GEP. Une ville qui peut investir, c'est la garantie de maintenir la cohésion sociale, de lutter contre les exclusions et les discriminations, d'approfondir le vivre ensemble qui fait le ciment d'une société, enfin, et non des moindres, de s'adapter au changement climatique en organisant la transition écologique et la résilience de son territoire. Il faut des moyens pour cela. L'État a su trouver des leviers pour sauver les banques en 2008. Il doit les trouver pour financer les collectivités qui sont un pilier de l'action publique, mais peut-être nous aurons des surprises ce soir. Je vous remercie de votre attention.